aussi ce que j'entendais à la radio BBC, c'était des choses qu'ils ne m'étaient pas enseignées à l'école. Donc comment je fais pour les comprendre et puis assimiler? Ou est-ce que je me mentais à moi-même, je pensais avoir compris? Non, je comprenais. J'ai fini par comprendre. Comment ce mécanisme est possible? Comment ne comprendre un certain niveau d'anglais uniquement qu'avec l'écoute? Comment est-ce possible? Je ne saurais le dire exactement, mais je suis sûre que l'habitude a beaucoup joué et ça a créé quelque chose dans le cerveau, pouvoir discerner, pouvoir détecter le message et pouvoir l'assimiler. Je ne dis pas que vous allez forcément faire cela, mais en tout cas, moi, quand je donne des exercices, je donne beaucoup d'exercices d'écoute. Et je mets mes challengers dans une situation où ils sont vraiment challengés, où je leur dis, même si je vous donne des choses à écouter et que vous savez que la vidéo existe sur YouTube, je leur recommande de ne pas commencer à suivre la vidéo. Non. C'est pour que l'anglais soit solidement ancré dans votre mémoire, dans votre cerveau. Donc cette astuce, ça marche, effectivement. Ça a tendance à prendre du temps, mais c'est une formule qui marche. Maintenant, quand je ne fais qu'écouter uniquement, c'est juste pendant une période. Voilà, ce ne sera pas forcément le long moment que ça m'a pris. Moi, c'était parce que je n'avais pas les moyens de faire autrement. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on a les moyens. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus facilement accessibles. Aujourd'hui, on parle plus de cassettes. D'ailleurs, on parle de MP3. On a facilement accès à notre ordinateur, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on fait beaucoup plus facilement qu'avant. Mais bizarrement, malgré tout cela, il y a encore pas mal de personnes qui ont des difficultés, malgré toutes ces ressources à apporter, à parler l'anglais aisément. C'est parce que vous n'avez certainement pas la bonne formule qui marche. Et c'est cette formule-là que je voudrais partager avec vous. Et peut-être que vous n'avez pas la ressource nécessaire, vous n'avez pas de la ressource. Vous avez peut-être les ressources, mais vous n'avez pas de la ressource. Parce que la vraie force qui va vous permettre de réussir, c'est cette force intérieure. Où elle existe, tout le monde a cette force intérieure. Mais il faut savoir la réveiller. Il faut savoir la développer. D'où développement personnel encore. C'est pourquoi dans mes programmes de coaching, vous allez constater qu'il y a beaucoup de développement personnel en fait. Voilà. Parce que, comme dirait célèbre coach, c'est 80% de psychologie et 20% de technique, de tactique. Voilà. Le travail, il est mental. Le travail, il est là dans le mindset. Et ça fait 80% du travail. Une fois que les 80% sont atteints, vous voyez qu'il ne reste que 20%. C'est le mécanisme, c'est voilà, les tactiques, les techniques pour y arriver. Et donc, c'est ce 80% en fait qui manque à beaucoup parmi vous. C'est ce qui fait que vous n'y arrivez pas, malgré toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Ces 80%, c'est cela, avoir de la ressource. Ayez de la ressource. Essayez de trouver la solution, de compter sur vous-même en votre fort intérieur, de croire que vous pouvez y arriver. Si on vous enlevait tout, que pouvez-vous faire par vous-même pour rebondir? C'est ça, avoir de la ressource. Si on vous ôtait toutes les ressources, y compris l'argent, est-ce que vous pourriez y arriver? Continuons l'histoire. J'ai commencé, il y a eu un déclic, ça a commencé à aller. J'ai commencé à percevoir, j'ai commencé à prendre plaisir puisque je comprenais. Et je vous dis, hein, c'est quand vous écoutez la BBC, les documentaires, les séries et tout ça, c'est pas forcément de l'anglais facile, c'est de l'anglais standard parlé par tout le monde. C'est pas l'anglais pour apprenants, même s'ils ont des formules où on fait des cours pour les apprenants. Donc, j'étais habituée à ça. Et au bout de 6 mois, ça a commencé à aller très, très, très bien. Très, très bien. Et au fur et à mesure, ça évoluait comme ça. Ça évoluait comme ça. J'étais toujours attachée à mes 2 radios, BBC, La Voix de l'Amérique, et mes enregistrements en cassette.
et mes exercices d'imitation. Donc j'écoutais des heures et je faisais deux types d'écoute. En plus des imitations, quand je faisais l'écoute avec les imitations, c'est ce que j'appelle l'écoute active. J'écoute et je suis active en ce sens que j'imite. Je bouge la bouche. Je le fais soit de façon simultanée, soit de façon consécutive. Pour imiter ce que j'entends, reproduire le son. Et je faisais le deuxième type d'écoute que j'appelle l'écoute passive. Donc, contrairement à l'écoute active, l'écoute passive, c'est que j'écoutais l'anglais, mais en faisant une autre activité, en étant active dans une autre activité. Donc, j'écoutais l'anglais passivement. Je n'étais pas là à imiter, à répéter, mais je laissais l'anglais passer dans mes oreilles et puis je faisais autre chose. J'écoutais beaucoup, tard le soir, jusqu'à avant de dormir, même en dormant, et tôt le matin, voilà. Et c'était comme ça pendant 3 mois, 6 mois. Et presque un an plus tard, l'année blanche est terminée. Il fallait reprendre les cours à l'université, voilà, vers mi-2003, voilà, 2002. Donc presque une année blanche à la maison. Donc il fallait s'inscrire. Donc évidemment, je partais pour m'inscrire au département d'anglais, donc à l'université publique à l'époque. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure académique, universitaire avec l'anglais. J'allais avec beaucoup plus d'assurance. Parce que imaginez que j'y serais allée sans être passée par cette expérience. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais je ne pense pas que ça aurait forcément donné le même résultat appréciable que j'ai aujourd'hui. Mais bon, qui sait. Commencer l'université, inscrite à l'université pour commencer les cours, mais je n'étais pas la meilleure exemple en matière de suivre les cours à l'université. Et là, je dois l'admettre, je faisais l'école missionnaire, comme on dit. Parce que j'ai commencé à suivre les cours une fois et deux fois, et honnêtement, ça ne m'a pas emballé. Je trouvais que je régressais. Pour d'autres, ça les a aidés, hein. Ils ont même soutenu et autres. Ils ont même eu leur diplôme universitaire, mais moi, c'est pas le cas. J'ai fait comme ça 4 ans à l'université, mais j'étais occupée en fait dans une association universitaire où c'était une association internationale et j'utilisais l'anglais. J'utilisais l'anglais en fait pour les activités de l'association, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc j'étais chaque fois en train d'écouter, parler anglais, lire, écrire en anglais pour accomplir des tâches en fait. J'utilisais l'anglais pour atteindre des objectifs, pour réaliser des choses, accomplir des tâches, négocier, échanger, expliquer, faire des rapports ou autres. Et j'animais même des séances d'initiation en anglais pour d'autres étudiants dans cette association pendant qu'il y avait les cours d'anglais à l'amphi avec les professeurs certifiés à l'université. C'est drôle. Mais c'était comme ça. Et j'ai passé 4 années dans cette association, plus que dans l'université. Donc, je n'ai pas validé mes unités de valeur, comme on les appelait à l'époque. Je n'ai pas eu le DUG, diplôme d'études universelles généralisées. Voilà, ni le DUG 1, ni le DUG 2. Voilà. Et honnêtement, entre 2003 et 2006, voilà, pratiquement 3 à 4 ans, à utiliser l'anglais dans cette association internationale d'étudiants. Jusqu'à ce que je quitte cet environnement de l'université à Abidjan pour aller suivre une autre formation en journalisme dans une autre ville. Formation qui a duré 2 ans. Donc, c'est pas un diplôme universitaire aussi, c'est juste une certification. Donc, en tout et pour tout, j'ai passé 6 années en milieu universitaire, mais je n'ai pas les diplômes universitaires. Donc, du coup, déjà, là maintenant, je ne suis pas, du point de vue de beaucoup de personnes,
je ne suis même pas qualifiée pour enseigner. Et évidemment, je ne suis pas qualifiée pour vous enseigner l'anglais. Parce que je ne suis pas professeur d'anglais. Je ne suis pas professeur d'anglais. Mais je suis coach d'anglais. Et comment je suis devenue coach d'anglais? Pour faire le grand pont entre, on va dire, 2006, là où je quitte l'environnement de l'université, les études universitaires entre 2006-2007. Je quitte l'environnement universitaire sans les diplômes universitaires. Et 2023, là où je vous parle, comment je suis devenue coach d'anglais? Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé l'anglais durant tout ce temps en traduisant. Français-anglais, anglais-français, très souvent anglais-français, en étant interprète. Anglais-français, très souvent, quelquefois français-anglais, en faisant de la transcription, en transcrivant les paroles en anglais, en transcrivant le texte, et en faisant de la traduction de paroles en anglais en texte, en expliquant des choses à la fois aux anglophones et aux francophones. Avec l'anglais que j'avais, je l'utilisais pour atteindre des objectifs. Je l'utilisais pour accomplir mon rêve. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle de rêve. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'hier. Ce n'est pas quelque chose qui est né en 2023. Peut-être la formule, je l'officialise, je la clarifie pour la première fois durant l'année 2023. Donc 2002-2022, ça fait 20 ans. 2023, 21 ans. Depuis cette expérience choquante en 2002, j'ai commencé à rêver. Et aujourd'hui, je vis mon rêve. Mon rêve est devenu une réalité. Et c'est ce rêve que je veux vous partager. Et vous pouvez aussi avoir le même rêve. Et rêve n'est rien d'autre qu'un acronyme dont le R signifie raconter des histoires. Le E signifie enseigner des compétences. Le V signifie vendre des solutions. Et le E signifie élargir sa zone de confort en anglais. Donc, il s'agit de raconter des histoires en anglais, enseigner des compétences ou savoir-faire en anglais, vendre des solutions en anglais ou élargir sa zone de confort en anglais. Tout mon parcours, comme je vous l'ai dit, n'a pas été de chercher à être professeur d'anglais pour enseigner la grammaire, les règles de grammaire, de prononciation, enseigner le volet académique de la langue. Je ne suis même pas habilitée à le faire. Il y a d'autres personnes habilitées à le faire. Mais durant tout mon parcours, j'ai utilisé la langue à travers l'acronyme REVE. Et c'est cet acronyme REVE que j'enseigne. Et comment j'enseigne l'acronyme REVE? C'est à travers ce que j'appelle la formule Z. Donc la formule Z, comme la lettre Z, écouter pour parler avant de lire et écrire. Donc dans chaque lettre de l'acronyme, c'est la formule Z. Écouter pour parler avant de lire et écrire. Quand on raconte une histoire ou des histoires en anglais. Ensuite, écouter pour parler avant de lire et écrire. Quand on enseigne des compétences en anglais. Ensuite, écouter pour parler avant de lire et écrire. Quand on vend des solutions en anglais. Et écouter pour parler avant de lire et écrire. Quand on élargit sa zone de confort en anglais. Donc ça fait, disons, 4 Z. Quand j'ai commencé à être à l'aise en écoutant des anglophones natifs, quand j'ai intégré cette association à l'université, 1 an après, j'ai été nommée responsable de la gestion des stagiaires, des étudiants stagiaires qui vont pour des stages à l'étranger. Donc, au passage, l'association AIESEC, pour ceux qui la connaissent, voilà. Salut à tous les membres de l'AIESEC et à tous les alumni de l'AIESEC, les anciens. Donc, je fais partie des alumni. Donc, il fallait échanger avec les étudiants dans plus de 70 pays, je crois. Donc, beaucoup de pays anglophones pour envoyer nos ambassadeurs faire des stages dans des entreprises